Asalaamaaleykum Latir maa ngi nuyu yéen ñëpp et aussi mes salutations à toute l'équipe d'African Info, aussi vraiment mes remerciements à vous tous et à tous aussi à tous vos collègues du média. Je suis très honoré vraiment de l'action que vous faites, de porter ma voix au-delà de mes possibilités. Parce que cette année-ci, on a touché aujourd'hui à Sabadar un thème qui me tient fort à cœur. Je dirais même un thème qui sonne comme étant le nouveau combat que je vais mener. Comme je l'ai dit, mon premier combat était les Hachida, c'est-à-dire de pousser la jeunesse à s'accrocher aux écrits du Cheikh, de ne pas les considérer comme des écrits simples d'un écrivain ou bien d'un homme saint qui écrit ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas des livres. Comme il le dit même, lui-même, il dit lui-même que, en effet, ce qui venait au prophète, ce qui arrivait au prophète, le prophète Abraham, Moussa, il n'y a pas un seul qui manque à ça. Donc tous les moussalines, ce qu'ils avaient donc de spécial, c'était le wahyu. Le wahyu, c'était vraiment ce qu'il y avait entre le Seigneur et son élu. Donc c'est à travers le wahyu que le Seigneur lui-même annonçait, prononçait, donnait des ordres, faisait avancer ou quelque chose comme ça. Son message, il le faisait par le wahyu. Donc le cheikh, lui, il dit que pour montrer qu'il est au même rang que les prophètes, en effet c'est ça, parce qu'après je vais y revenir sur ça, je vais le dire, ce sont ses écrits. Et lui-même, il dit que l'ubbi munawir binuru wahi, c'est-à-dire il dit que le wahyu même qu'avaient les prophètes, lui il en a aussi, son Seigneur lui a fait la grâce de lui faire du wahyu, donc il est en connexion directe avec Dieu et tous ses écrits émanent donc de cette béatitude divine. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai poussé la jeunesse actuellement à ces temps très difficiles du monde actuel. Un jeune peut s'aspirer à devenir un homme bon, un homme saint et aussi ne pas avoir le guide qu'il attend. Donc à travers ces écrits, on peut vraiment avoir de l'ascension ou bien vraiment devenir l'homme que l'on rêve être. Donc moi-même, je suis passé par là avant de rencontrer mon guide spirituel. J'ai passé donc par ça. Voilà, donc c'est ça, c'était mon premier combat. Le second, c'était le fait de l'amener, de le voir là où il est, là où Dieu l'a mis. En effet, il dit lui-même, ce sont ses écrits, ce n'est pas des dires qu'on lui fait porter. Donc, lui-même, il dit que c'est le prophète, le prophète Mohammed, c'est le prophète qui a demandé à Dieu que Khadim Rasoul vienne à ce bas monde, à sa fin des temps, donc pour faire porter, achever donc l'œuvre qu'il avait déjà commencé lui-même et qui ne s'était pas achevée. Donc c'est ça, donc c'est le vœu du prophète. Et quand il a dit ça, le prophète, quand il disait quand il a demandé à Dieu de lui donner Khadim Rasoul pour venir faire cette mission, là, je crois que le prophète n'avait pas parlé de tariha, ni de confrérie mouride, confrérie telle ou telle, donc il avait parlé de l'islam. Donc c'était pour la sauvegarde et aussi l'accomplissement de ce qu'il avait déjà commencé lui-même. Donc on parle de l'islam. Donc le cheikh, c'était mon combat et je l'ai combattu ces dernières années, qu'on le prenne comme il est, c'est-à-dire un homme d'une dimension extraordinaire, que vraiment Dieu nous a donné comme un grand cadeau, le plus grand cadeau même de l'Afrique, et je dirais même de l'humanité à ces temps actuels, c'est Khadim Rasoul, je dirais. Donc, c'était mon combat à faire savoir donc aux autres que c'est quelqu'un à qui, si on s'inspire de lui, on a envié à personne. Donc, dans tous les autres courants, il n'y en a pas un qui est au-dessus de lui. Lui-même, il a dit, pour ne pas désaffecter, je dirais même, ce complexe qui est en nous, la race noire, nous les Africains, il a dit même, Tamamtul Mabihi Tijani, jusqu'à la fin de l'écrit, il dit lui-même que il est passé par le wird de Cheikh Ahmed Tijan et aussi, vraiment, il est devenu, il a eu le grade et même il est allé au-delà même des cheikhs. Donc, et ensuite, il dit aussi, il dit aussi, j'ai pris le wird de Cheikh Abdul Khadir Gilani et je suis allé
je suis allé plus haut et plus grand même que Cheikh Abdel Khadir Jilani. Donc voilà quelqu'un qui est là. C'est comme ça qu'il a fait aussi avec les Virchageli et tout ça. Donc nous tous, il voulait donc faire cadeau à son peuple, leur montrer que la grandeur de l'homme ne se fait pas par la couleur de sa peau, comme il est dit donc dans Masalik al-Jinan. Alors maintenant, le combat actuel que nous menons, c'est on veut le mener et on a déjà commencé dans un temps qui est devenu, pour nous tous, nous constatons donc un Sénégal qui devient un Sénégal violent. Donc dans nos coutumes et nos mœurs, le Sénégal a toujours été donc un pays de paix. C'est-à-dire, on avait une cohabitation pacifique, donc entre toutes les confréries, donc toutes les ethnies, donc même les étrangers, tout le monde se sentait à l'aise dans ce pays-là. Maintenant, on constate, il n'y a pas qu'un seul jour donc, où on ne constate pas dans les médias des violences qui se font maintenant, même des violences conjugales, on en trouve maintenant, il y a des meurtres un peu partout. Donc, le pays commence à connaître des choses qu'il ne connaissait pas. Donc ça, aussi, moi, je trouve que c'est quelque chose, on est en train de dériver vers une pente. Et cette pente-là, ça n'a jamais porté bonheur donc, à aucun des peuples ou à aucune nation donc, qui a commencé par ça. Pour cela, pour éviter ça, je crois qu'on a besoin de l'inspiration d'une grande idéologie, d'un grand homme comme lui. Mais on ne peut pas s'inspirer de lui sans savoir qui est Khadim Rassoul. Si on met le cheikh entre quatre murs, c'est-à-dire dans un tariqa, comme je dirais, une confrérie, et ne pas le faire sortir de cette boîte-là où il est castré, c'est-à-dire comme étant quelqu'un, un Sénégalais qui est là, qui a été un saint homme, mais non, il est d'une dimension universelle. Et c'est l'universalité même du cheikh qui est mon nouveau combat. Donc, comme je dis, comme j'ai combattu donc, pour les Hachida avec la jeunesse, comme j'ai combattu donc, pour qu'on l'érige à son rang où il est, donc moi je trouve que l'universalité du cheikh est la seule solution donc, pour amener ce pays-là, donc vraiment là où on était et avoir un bon devenir. J'ai donné l'exemple de Gandhi. Vous savez que Gandhi a été l'un des plus grands porteurs de paix de ce monde. On ne peut pas donc parler de non-violence sans pour autant citer Gandhi, ce n'est pas possible. Et il y en a même qui croient que Gandhi a été donc le chantre même de cette idéologie-là. Et moi, je le réfute catégoriquement. Dieu nous a donné l'homme qui a été le chantre même, parce que Cheikh Ahmadou Bamba, il a porté la non-violence à l'époque où Gandhi, je crois, peut-être que même s'il était né, il était encore très jeune. Donc, au début du XXe siècle, le cheikh a porté donc avec la bataille de Samba Sadio, je l'ai dit, donc la bataille où on faisait le djihad avec des grands hommes, des saints comme Amérindak Seck et tout ça. Donc, il avait refuté à ce temps-là, à ses pères, donc Khalima Diakhar Kala et tout ça, il avait eu l'audace d'écrire à ses érudits et leur dire que l'islam n'a plus besoin de sang. L'islam n'a plus besoin de violence. On n'a pas besoin donc ni de sang, ni de violence pour faire entrer quelqu'un dans la religion. Voilà un esprit très fort. Un esprit très fort où le monde actuellement a besoin de cet homme-là. Et à ce moment, il a été désavoué donc, par ses pères. Eux, ils n'acceptaient pas. Ils se disaient que le prophète lui-même avait fait le djihad, donc le djihad devait se faire. Et quand le cheikh, même après la bataille de Samba Sadio, il y a eu des tchaddos qui sont venus lui faire allégeance et le cheikh les a dit que vous allez retourner le butin que vous avez eu à Samba Sadio. Celui qui ne retourne pas son butin, je ne vais pas accepter donc son allégeance. Voilà, donc c'était quelqu'un qui croyait ferme à cette idéologie donc, de non-violence. Qu'est-ce qu'il prenait? Il disait qu'on doit sermonner les tchaddos. Il dit qu'on doit les sermonner, mais non, on ne doit pas prendre des armes. On ne doit pas prendre donc, des armes contre ses peuples, contre son propre peuple. Il dit qu'on doit sermonner le peuple pour les faire entrer donc, dans l'islam. Donc lui, il a prôné l'islam pacifique. Gandhi, il a fait la non-violence. Il a prôné. C'était quelqu'un de très grand et que j'admire très bien. Parce que Gandhi aussi, il a eu l'audace vraiment de s'agripper à son coutume, de porter sa voix, de défendre son peuple avec ce qu'il est, sans aucun complexe. Vous l'avez vu, arrivé à Londres,
Donc, dans cette tenue qui est purement indien. Donc, voilà quelqu'un qui croit fermement à son idéologie. Il a porté ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la scission de l'Inde? Quand le Pakistan a voulu prendre son indépendance et que l'Inde aussi ne voulait pas donc cette séparation-là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a vu les Russes joncher de milliers de cadavres. Il y a eu de la violence à l'extrême. Il y a eu du sang un peu partout. Les Britanniques étaient là pour voir. Donc il y avait tout le monde qui était là pour constater et tout le monde aussi était impuissant dans ça. Donc voilà quelque chose qui montre que donc, le message de Gandhi, bien que c'est un grand homme de l'histoire, il ne peut pas revendiquer être le chantre même donc, de cette idéologie-là. Moi je le réfute parce que bien que étant un grand homme qui a tout fait donc, pour la paix, il a échoué par la mort de son peuple, de beaucoup de millions de personnes de son peuple. Donc on parle des millions, on ne parle pas des milliers, des millions de morts. Donc dans cette journée donc, de session qu'il y a eu entre le Pakistan et l'Inde. Ensuite aussi, je dirais que les époques ne sont pas les mêmes. Parce que Gandhi, c'est juste après donc, la Première Guerre mondiale, je dirais. Donc la Première Guerre mondiale, il s'est trouvé que la plupart donc, des peuples asservis avaient connu donc, la guerre. Les Indiens y étaient, les Africains y étaient. Et qu'un Africain noir, donc, qui adorait un blanc qui était ici, qui croyait fermement à la suprématie blanche, ou bien un Indien qui était là, qui était sous le joug des Britanniques et croyait à ça. Donc, arrivé à la guerre, ils ont vu que leurs frères français, leurs frères anglais, leurs frères belges et tout ça, ils ont vu ils mouraient comme eux. Ils pleuraient comme eux. Ils fuyaient, ils se lamentaient. Donc ils ont vu que c'est là où l'Africain et l'Indien aussi, ils ont compris les colonies, que voilà, ce sont des hommes comme nous. Avant cela, le cheikh lui-même, il avait écrit à l'âge de 15 ans, Masalik al-Jinan, son livre, et il a dit qu'on ne mesure pas la personne par la couleur de sa peau, mais on mesure la personne par la valeur de son humanité. Voilà donc un homme qui a su amener donc cette voie-là très longtemps, bien avant Gandhi. Après la Deuxième Guerre mondiale, donc le monde a ouvert les yeux. Il y a eu aussi l'Organisation des Nations Unies. Donc, porter un combat à ce moment-là serait plus facile que porter le combat que le cheikh a combattu à son temps. Parce que lui, il était non seulement sous le joug colonial, mais ensuite il était aussi sous l'oppression même des rois qui étaient ici, qui avaient la permission de tout faire. Et aussi, tout leur était permis. Et ensuite, il y avait aussi, je dirais, un lobby d'hommes religieux qui était là, qui était contre lui. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il a su défendre son idéologie, croire ferme à sa valeur, et aussi, ce qu'il a fait, si on le sort, et qu'on regarde réellement qui est Khadim Rassoul, et qu'on le sort, je dirais même, dans cette boîte-là, qui est cette boîte de confrérie, de mouridisme, tijani, quelque chose comme ça, qu'on le prenne comme je le veux, comme il est, un homme universel, je crois qu'on peut comprendre très bien son message. Donc c'est comme ça que ça s'est passé avec Gandhi. Donc je dirais que pour Gandhi, le contexte historique du cheikh était plus difficile que le contexte de Gandhi. Parce que Gandhi, il avait aussi l'apport et l'appui des autres peuples. Il y avait les autres qui étaient là. La presse avait commencé à avoir son indépendance. Aussi, il y avait l'ONU qui était là, tout ça. Donc c'était plus facile à son époque de le faire, bien que c'est un grand homme. Mais aussi, il y a eu du sang. Donc on ne peut pas dire que Gandhi a réussi à 100%. Si on prend le cas de Martin Luther King, tout le monde sait qu'il s'est inspiré de Gandhi, qui a réussi vraiment sa non-violence d'un côté. Martin Luther King lui-même, mais Gandhi, il a été assassiné. De même que Martin Luther King aussi a été assassiné. Donc, si on prône la non-violence et que la violence même s'amène à soi, mais on ne peut pas se dire que vraiment on est le porteur d'étendard de cette idéologie. Donc voilà. Et en ce moment aussi, on a bien vu donc, ce qui s'est passé entre l'entourage de Martin Luther King et tout ça. Et il y a eu, dans quelques instants de leur combat, il y en a beaucoup qui n'avaient pas, qui ne croyaient plus à cette idéologie de non-violence, qui se disaient il faut qu'on riposte, il faut qu'on prenne ça. Mais c'est même ce qui avait fait leur divergence avec Malcolm X et tout ça. Donc, vous savez ce que ça passe, comment ça se passe l'histoire. Si on prend le cas de Nelson Mandela, par exemple, qui est un enfant africain, un grand homme de ce continent-là, quelqu'un qui a beaucoup contribué, moi je dirais même que le cheikh Nelson Mandela, on parle de l'emprisonnement de Nelson Mandela. Les Sénégalais ne constatent même pas qui est Khadim Rassoul.
Un homme comme Khadim Rassoul il a été exilé en 1895. Il a fait combien d'années? Un Sahélien du Sénégal qui est du Bawol. Il n'est même pas du sud du Sénégal, Tambacounda. Donc il n'y avait que 2 mois de pluie ou 3 mois de pluie. Mais si on amène un Sahélien du Sénégal, qu'on amène au climat équatorial, au Gabon, c'est clair que c'est de l'assassinat masqué. Parce qu'on croyait qu'avec le taux de la pluviométrie là-bas, et aussi ce qui s'est passé, comment dirais-je, le climat et tout ce qu'il y avait là-bas, donc et les insectes et tout ce qu'elle n'avait pas connu ici, et l'ensemble des maladies aussi qu'il y avait, qu'ils ne connaissaient pas ici, on croyait que donc c'était une façon tout simplement d'annoncer un jour sa mort, tout simplement par maladie, ou bien sa mort par manque ou bien par manque par condition donc. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a su résister à tout ceci, il a été amené, et au moment où on l'a amené donc à cet exil-là, le cheikh était déjà bien ancré dans son pays. Il était déjà à Darussalam. Il avait son fief, et il avait mis un peu partout à travers donc toutes les contrées, il avait mis donc des cheikhs qui étaient bien placés, qui avaient aussi leur nombre de talibés. Ils étaient des milliers. Mais pourquoi il n'a pas fait une insurrection? Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi il n'a pas demandé à son peuple donc de se soulever tout simplement? Voilà un grand homme. Voilà un grand homme. Et quand est venu, donc, quand les colonialistes ont voulu l'amener donc à son exil, il est parti tout seul. Et quand les talibés ont voulu se lever, il les a dit d'attendre et de le laisser faire lui seul. Il s'est armé de sa foi et de sa conviction de la paix pour aller donc à rencontre de ses ennemis. Et ceci, tout le monde l'a constaté. Il est parti, après 7 ans d'exil, il est revenu. Et quand il est revenu même, il n'y a pas plus oppressé que Khadim Rassoul. Nelson Mandela a fait 27 ans, d'accord, de prison. Mais lui, il a été non seulement oppressé, il a été jugé illégalement, c'est-à-dire il y a eu faute. Ensuite, il y a eu un complot sur lui. Donc, il y a eu aussi cet exil qui n'était pas justifié. Ensuite, quand il est revenu de cet exil-là, ils ont su que sa renommée et sa grandeur ne cessaient de croître. Et qu'est-ce qu'on fait, les Blancs? Ils se sont dit que voilà, il y a une ou deux solutions. Ils l'ont mis en résidence surveillée immédiatement à Kien. Donc, quand est-ce qu'il a été libre? À Kien, ils ont vu que ça grandissait. Ils l'ont amené en Mauritanie. C'est Sidi Baba. Et là aussi, ils ont tenté de détruire et de mettre en néant donc sa croyance. On se disait que voilà, c'est un musulman et Cheikh Sidi et tout ça, donc ce sont des blancs, ils sont des Moors, donc des descendants, je dirais direct des prophètes. Alors, il aura un complexe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est en Mauritanie, il s'est trouvé que même il y en a beaucoup, et jusqu'à présent, il a ses disciples Moors de race blanche qui sont fait allégeance à lui. Les Toubabs ont su que ce qui s'est passé au Sénégal était en train de se passer en Mauritanie. Et on l'a fait, ils l'ont fait retourner ici au Sénégal. Et quand il est venu, il a passé 15 années de plus de son existence en résidence surveillée. Quand est-ce a-t-il eu la paix? Il ne l'a jamais eu. Donc, Nelson Mandela, on parle de sa grandeur, avait 7 ans de prison. Cheikh Ahmadou Bamba a connu la prison à vie. Il a connu la prison à vie, donc il a été en résidence surveillée, il était là, il n'était pas libre de ses mouvements, ni de rien d'autre. Donc voilà ce que je dirais. Et il n'a jamais prôné, il n'a jamais demandé à qui que ce soit de se soulever ou bien donc de faire obstruction à l'épanouissement, donc je dirais donc à ce que faisaient les colonialistes qui étaient là. Voilà. C'est ça, par rapport à la violence. Mais aujourd'hui, le peuple sénégalais a de l'espoir. L'islam actuellement, qu'on le veuille ou non, c'est une religion qui gagne du terrain. Ça va de soi. Mais on peut pas laisser donc la propagation de l'islam donc dans l'idéologie même de dire terroriste. C'est pas possible. Comment barrer donc cette route à cette idéologie néfaste, donc même je dirais à la renommée de l'islam et aussi à ce qui était l'aspiration même du prophète et aussi son idée. Donc pour faire barrage à ça, moi je trouve qu'on a besoin des cheikhs. Voilà quelqu'un qui se prône Khadim Rassoul, donc serviteur du prophète lui-même, qui s'inspire du prophète et qui a toute la force divine dont l'humain a besoin pour s'agripper à lui. Mais ensuite, lui, il a ce que le monde a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire ce combat de la paix.
Donc, à ce moment actuel, le Sénégal est à la croisée des chemins du pétrole et du gaz. Et nous tous, nous constatons à travers le monde que le pétrole, on parle même de la malédiction du pétrole. On a déjà vu, là, ceux qui avaient connu, qui n'avaient pas connu le pétrole avant et qui ont eu le pétrole dans le pays, ce qu'ils sont devenus. Ça, c'est clair. C'est ce qu'on a vu, on l'a constaté. Donc, pour ne pas sombrer dans ça, il nous faut donc nous inspirer de quelqu'un de très fort, d'une idéologie forte qui existe. Le cheikh est au-delà d'un mouride, d'un tijane, d'un cadre. C'est quelqu'un qui regroupe tout son peuple à travers son idéologie. Lui-même, il dit que je suis venu pour l'humanité. Si ce n'était pas l'humanité, je ne mettrais pas un seul pas ici sur terre. C'est ce qu'il a dit. Donc, ce sont ses écrits. Donc, et ensuite, donc, un homme comme lui, à ce moment où le Sénégal donc, commence à avoir du pétrole et du gaz, on a besoin du consensus national. On en a besoin. Et pour avoir donc tout le monde autour d'une table et aussi de parler d'une même voix. Mais ça, ce n'est pas des jeux politiques que peuvent le faire. Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on soit là face à la réalité. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je trouve que puisqu'on a un homme comme lui, et que tout un Sénégalais, quelle que soit l'origine de sa croyance, respecte cet homme-là qui est Khadim Rassoul. Nous tous le respectons. Je dirais même, au-delà du Sénégal, il est celui à qui donc, tous les Africains devaient s'inspirer pour que revienne la paix et aussi cette cohabitation pacifique donc, entre peuples africains. Son idéologie, qu'est-ce que ça a donné à son temps? À son temps, si vous vous référez de ce qui s'est passé avec Blaise Diagne, Blaise, ce n'était pas un cher. C'était pas un cher. Donc, comment il s'est trouvé sous l'aile même du cher? Il faut voir là-bas. Donc, un homme d'une dimension spirituelle aussi grande que Khadim Rassoul, donc, qui a un Blaise Diagne à ses côtés, il faut comprendre donc la vision même de cet homme-là. Qui est-il? Et nous savons tous que lors de son rencontre avec Blaise, donc dans le bateau, jusqu'à la fin de la vie de Blaise, il a toujours été donc quelqu'un, ça l'a montré. Après même donc en 1927, il y a eu le tribunal qui s'est passé à Paris, donc sous ce qui s'était passé avec Tahiri, on ne peut pas parler trop de ça, mais je dirais que donc Blaise a représenté la communauté mouride avec Massourang Sourang, donc à Paris. Donc ça montre ce qu'il y avait, donc la complicité qui existait entre Blaise et le cheikh. Et le cheikh a très tôt compris qu'en Afrique avait besoin d'un député, de quelqu'un qui le représente à l'Assemblée nationale française. Et là, il a été toujours là pour Blaise. Il l'a beaucoup aidé donc à cette expansion-là. Et ça a beaucoup porté. Et Blaise aussi, vous trouvez même, pour voir la grandeur des cheikh, au moment où la plupart des hommes religieux ne voyaient pas d'un bon oeil, par exemple, de faire partie des fils africains donc à la Première Guerre mondiale, le cheikh, lui, avait donné l'ordre. L'illustration se fait par le fils aîné de Mam Cheikh Rafal qui est parti. Donc, à ce moment-là, c'est Blaise même. Quand Blaise a voulu que tout le monde suive, il est allé voir le cheikh, lui parler de l'importance qu'il y avait de participer. Et le cheikh a vu juste. Il a vu que si l'Afrique ne participait pas à ce moment où le monde, parce qu'il devait y avoir donc une table pour les vainqueurs, et autour de cette table pour les vainqueurs, eh bien, il n'y aurait pas l'Afrique. Il a tout su ça. Donc lui, il a dit que c'est bon de participer, c'est une guerre mondiale, et là, c'est pour la liberté. Donc il faut aussi qu'on participe pour que demain, on puisse donc se dire donc, vraiment que nous faisons partie des vainqueurs. Donc le cas de Blaise Diagne, je dirais que c'est ça. Donc Blaise a été accompagné par le cheikh et pour réaliser tout ce qu'il avait, et c'était le seul et le premier député noir de l'Afrique qui représentait l'Afrique donc à l'Assemblée nationale française. Mais même après Blaise, il y a eu une inspiration même qu'on a vu ce qu'a fait Singh Fallou. À l'époque donc où il y avait l'indépendance du Sénégal venait donc d'avoir son indépendance et que il y avait donc Chamaïma qui était là, vous savez ce qui s'est passé donc l'histoire là, ce qui s'est passé au niveau du Sénégal et ce tiraillement plutôt qu'il y avait ici, mais qu'est-ce qu'elle a fait, Singh Fallou? Il n'a pas préféré donc un musulman à la place d'un chrétien qui était donc l'homme de la situation. Et quand il a vu que Senghor était l'homme de la situation, il n'a pas hésité à prendre Senghor sous son aile, à le pousser, à le protéger pour le pouvoir. Et nous tous avons vu qu'on a eu la paix après.
Vous comprenez très bien. Donc, sous ça, Seigne Fallou, il ne s'est pas s'auto-inspiré. Il a pris ça dans l'idéologie, il a vu ce qu'avait fait Cheikh Ahmadou Bamba à son temps, et alors, à ce moment-là, donc le Cheikh a prôné la cohabitation et l'homogénéité de son peuple. Je dirais que l'exemple est là, quand il était là, dans sa cour, on y trouvait des fils de rois. Par exemple, il y en a beaucoup. On parlait des princesses. Il y en a beaucoup. Il n'y avait pas un seul roi dans ce pays qui n'avait pas sa fille ou son fils donc dans la cour du cheikh. Soit c'est avec le cheikh ou bien c'est avec le cheikh. À lui seul, Cheikh Ibrahim avait 7 à 8 donc princesses qui étaient donc des filles de rois. Donc vous comprenez qu'à ce temps-là, le cheikh, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait le titre de cheikh. Il donne le titre de cheikh du Khadim Rassoul à celui qui le mérite. Il ne suivait pas ce qui était avant. C'est-à-dire, avant qu'il soit là, dans toutes les autres confréries, la chose était claire. Il y en a qui ne pouvaient pas s'ériger en certain rang, c'est clair. Et là, vous voyez très bien qu'il surpasse Gandhi. Parce que Gandhi lui-même, dans la société indienne, là où j'ai vu qu'il y a eu vraiment de l'échec, c'est quand il aurait réussi que celui qui est né intouchable puisse vraiment s'ériger par sa labeur et sa bravoure, puisse s'ériger donc là où il doit être. Mais jusqu'à présent, l'Inde connaît ce problème-là. Vous comprenez très bien. Lui, il a réglé ce problème à son temps. Il a pris donc des princes qui étaient dans sa cour et aussi les gens du peuple. En même temps, il y avait les castrés, il y avait les esclaves, il y avait aussi qu'on appelle les gens du peuple, les badolas. Et qu'est-ce qu'il n'a pas hésité à faire d'eux des chers qui avaient donc toute une autorité et toute une force qui les avait légués et qui étaient là à diriger. Voilà, donc lui, il a fait comprendre à tout le monde que ce n'est pas par là d'où on vient, donc de son ethnie ou bien de sa race, qu'on est condamné à rester là où on est. Donc il a édifié donc, comment dirais-je, à son époque, il a montré donc son idéologie pour montrer que vraiment l'homme peut arriver là où il veut. Il peut accéder à n'importe quel rang par sa bravoure et aussi sa labeur et aussi sa foi. Donc c'est ça. Moi je trouve que le cheikh il dit que on dit qu'il dit lui-même qu'il est le successeur du prophète et il dit que aussi il est son, oui c'est ça, il est son successeur. Donc et il nous dit à travers ses écrits que non seulement il s'est inspiré de lui, mais à travers sa labeur pour le prophète, pour donc l'islam, et donc il est arrivé à un certain moment où le prophète lui a légué donc tout, on dirait même tout, il a dit. Et il est arrivé même à dire que à travers donc ce qu'il a fait pour le prophète, il dit Rafani ihda muhayra mursali, rafan wa bahta bihi kull mursali. Lui-même il dit que donc il a honoré le prophète Mohammed de s'ériger au rang même de prophète. Et là, il parle de mursalin. Donc c'est quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. Donc, lui, moi je trouve que si en 1945, entre 45 ou 50, en Arabie Saoudite, la famille Saoud qui est là, ou il y a toute autre famille de l'Émirat qui était là, que ce soit à Oman, au Qatar, que ce soit à Dubaï, où vous voulez, mais la plupart des rois étaient sous détente. Ils étaient tous sous détente. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Et pourquoi? Pourtant, il y en a des soufis qui croyaient ferme à ce que le prophète lui-même, cette contrée sera bénie un jour ou l'autre. Ça, c'était clair. Et là, de passage, je vous dirais qu'il y a eu un certain moment où les gardiens du mausolée du prophète Mohammed sont venus à Touba pour demander de l'aide au cheikh, pour les aider. Et il l'a fait. Et ça, on ne dit pas. Il a fait le cheikh. Ça est là dans les écrits. Voilà. Donc, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Mais moi, je dirais que j'attendais ça. Et je le disais à ceux qui étaient là et qui m'écoutaient, je le disais que avec un peu de patience, mais avec aussi un temps plus court, on trouvera tout ce qu'il y a à Maktal Mukarrama, on va le trouver au Sénégal. Ça, c'était clair. Donc, s'il y a le pétrole qui est là, on parle du jugement, on parle du gaz, on parle du zircon, mais on va parler bientôt des diamants, on va parler d'autres choses. C'est normal. C'est cette lumière qui est en lui, cette lumière du cheikh, qui occupe cette terre-là. Mais n'est-ce pas, le prophète, il est à Médine, mais pourtant il n'a pas touché tout simplement la Mecque, il a touché un peu partout tout ce qui est Arabie.
Ce qu'on voit dans le sous-sol de la Mecque, on le voit un peu partout. Vous comprenez très bien. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que je revendique même l'apparition même de ces jugements-là, je le revendique par la lumière même du cheikh qui est là, sur cette terre-là. Et je dirais que, donc, ce qu'on doit faire actuellement, c'est comprendre comment on doit accompagner nos gouvernements. Notre gouvernement actuellement, comment on doit accompagner ce gouvernement à réussir dans la paix avec donc l'apparition des jugements du pétrole. Comment on va faire? Bon, on veut un consensus national. On ne peut pas avoir un consensus national sans pour autant déléguer des ambassadeurs qui vont donc arriver à trouver un point d'accord. Mais on ne peut pas avoir un point d'accord aussi sans pour autant s'inspirer sur une grande idéologie qui arrange tout le monde. Et l'idéologie du cheikh arrange tout le monde. Parce que lui, il est au-dessus des confréries et au-dessus aussi des religions. C'est quelqu'un d'universel. Donc, avec son idéologie de la paix, avec ce qu'elle porte, donc comme combat pacifique et ce qu'elle a fait de la non-violence, avec cette non-violence-là, mais il n'y a que cette idéologie qu'on peut mettre sur table, le faire comprendre à tout le Sénégal pour qu'on puisse accompagner donc l'État à travers donc comment dirais-je l'apparition de ça et aussi l'exploitation du pétrole et du gaz et tout ceci. Parce qu'on a vu le cas du Venezuela, on l'a vu. Et ils ont des jugements très forts. Et qu'est-ce qui se passe? Il y en a même qui vont dans les ordures pour manger. On prend le cas, par exemple, du Tchad. Ils ont le pétrole. Qu'est-ce qui se passe? On voit le cas du Nigeria. Il n'y a qu'un petit groupe. Donc, je dirais même un lobby d'hommes riches qui sont là. Mais tu vois des taux un peu partout. Et la pauvreté à l'extrême. Et donc, on parle de la malédiction du pétrole et d'autres pays qui l'ont. Et aussi, mais qui ont fini par connaître le malheur. Le cas de l'Irak, le cas d'autres pays qui sont là, la Syrie et tout ça. Donc moi, je dirais que on a besoin de son idéologie, on a besoin des chers pour faire avancer ce pays. On a besoin des chers pour qu'il y ait ce consensus national dans son idéologie qui dépasse largement l'idéologie des confrères et tout comme ça. Il dit, il n'a pas combattu la pauvreté, il a banni la pauvreté. Il a même banni. Voilà quelqu'un qui prend la pauvreté comme étant un ennemi. Il dit que c'est un ennemi. Il le dit lui-même. Il dit il n'a pas dit à Dieu de le préserver de la pauvreté. Il dit non, c'est un ennemi. Qu'on l'enlève et qu'on l'expulse ailleurs. C'est ce qu'il a dit. Donc il considère la pauvreté comme... Vous savez, lui, ce qui m'a inspiré le plus à faire du social, c'est son idéologie. Vous savez, c'est l'homme le plus social du monde. À son temps, les gens, bien que c'était des années très difficiles à son époque, mais les gens, dans sa cour, tout le monde y était pour manger à sa faim. Il y en a beaucoup qui venaient. Il y avait des rangs, des personnes qui passaient des jours pour le voir. Mais ce n'était pas pour... La plupart comprennent que c'était l'allégeance. Le cheikh, il n'avait que 400 et quelques cheikhs. Il n'avait pas le temps de prendre des allégeances. Ce sont ces cheikhs qui prennent les allégeances, les talibés. Lui, il n'avait pas ce temps-là. Donc, que faisaient tous ces hommes qui sont là, tout le monde qui sont là? Mais ils étaient venus pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent, mais c'est ça, et c'est qu'il y a là. Donc, il était là chaque jour, il sortait des milliers et des milliers de francs pour aider donc tout le monde à subvenir. Donc, donc c'est un grand combattant de la précarité. Donc, voilà. Donc, quelqu'un qui combat, je dirais même, qui est le centre même de la non-violence. Quelqu'un, un grand homme comme lui, donc qui combat la pauvreté et la précarité. Quelqu'un qui combat la faim. Donc le cheikh, c'est un homme dont le Sénégal a besoin actuellement à ce temps actuel. Donc aussi, c'est quelqu'un qui regroupe son peuple autour d'une même idéologie et qui est là aussi pour tout le monde, mais non seulement pour une confrérie. N'est-ce pas que dans son nom aussi, quelques traces par rapport à l'écologie. L'écologie en général. Bon, si on regarde très bien ce qu'il a fait, le temps qu'il a fait, la plupart des cheikhs qu'il avait mandatés à aller dans des contrées, c'était pour faire développer ces contrées-là. À un certain moment de l'histoire, bien qu'il était en résidence surveillée, il était le plus grand producteur à travers ses cheikhs d'arachide, de mil et d'autres
dans Sahel. Et aussi, comment dirais-je, le gouvernement colonial s'est beaucoup aidé de ça. J'avais même oublié quelque chose que je devais vous dire, pour montrer ce qu'il inspirait à son entourage, sa méthode qu'il faisait. Donc, non seulement il a su pardonner ses ennemis à son retour, malgré tout ce qu'on a fait contre lui, mais aussi il a su aider le gouvernement colonial à l'époque où le franc français avait un problème. Il a donné pour que le franc français puisse donc retrouver son niveau. Voilà. Et je dis que à travers ces chers, il passait l'idée de l'écologie. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Il venait dans une contrée qui était aride. Il installait un cher. On plantait des arbres. On cultivait, on faisait. Et à un certain moment, tu venais dans une contrée qui était là. À un certain moment, tu reviens 2 ans après, tu ne veux plus te reconnaître. Donc là aussi, c'était son combat pour l'environnement. Son combat aussi, et il n'existait pas à son époque une de ces contrées qui était légale, c'est cher, où vous allez et que vous voyez de la saleté ou quoi que ce soit. Même à Touba, c'est aujourd'hui qu'on regarde la saleté. Mais en notre temps où on était jeunes, je me rappelle très bien, quand on allait à Touba, donc chaque vendredi ou chaque jeudi, il y avait toutes les femmes qui venaient aux alentours de la mosquée et aussi à travers les ruelles de Touba et aussi pour balayer. Et ça, jusqu'à présent, il y en a beaucoup de contrées, que ce soit à Darussalam, que ce soit à Darumoti ou tout ça, ils le font. Que ce soit aussi dans les villages religieux où ont été installés ces chers. Donc c'est quelqu'un qui s'est beaucoup donné pour l'écologie donc, et aussi pour comment dirais-je, pour la nature. Mais est-ce que si vous regardez que par exemple un grand homme comme Cheikh Anta Diop, si on vous dit qu'il a été à l'enceinte même de la cour du Cheikh, c'est un homonyme de Mame Cheikh Anta Mbacké, non seulement, mais même sa propre maman était dans la cour de Cheikh Ibrahima Fall Lamp. Et tout le monde, la plupart des Sénégalais ne savent pas. Voilà quelqu'un donc qui sait qu'est-ce qu'il a fait. Vous voyez ce qu'il a fait pour la race noire et pour la négritude. Mais il était là devant le Cheikh. Lui-même, il dit qu'avant de partir dans l'école française, quand les Blancs ont demandé aux chefs de leur donner donc des élèves, c'était une façon de voir, parce qu'ils ont tenté un peu partout les Blancs. Ils ont tenté pour voir qu'est-ce qu'il est, quand est-ce qu'il va dire non. Mais lui, il avait donné, donc ce groupe de jeunes qu'il avait donné pour faire l'école française, Cheikh Anta Diop était l'un des premiers à qui il a fait donc la prière. Et voilà quelqu'un qui porte l'illustration même de ça. Il a laissé aussi l'école au sein de Niarem, donc à Diourbel même. L'ensemble de la jeunesse, on n'a rien à envier aux autres. Je l'ai déjà démontré. On n'a rien à envoyer au peuple américain pour Martin Luther King, ni à l'Inde pour Gandhi, qui est un grand homme pour eux, ni à l'Afrique du Sud pour Nelson Mandela. On n'en a pas à envier. Donc le chantre même, donc de la non-violence, tout le monde sait qu'actuellement c'est Khadim Rassoul. Comment peut-on avoir un si grand homme et avoir complexe? On n'a pas de complexe donc à travers les nations. D'autant plus que avant l'avènement du Cheikh, il y avait que la race blanche, les Maures ou bien les Arabes, donc qui portaient la religion musulmane. Que ce soit la Tariqa Tijane, la Tariqa Qadr, le Sajali, tout ça. Donc c'était, même les Wahhabites, tout était blanc. Donc c'est à l'arrivée du Cheikh lui-même qui a su donc prendre ce qu'il avait, surpasser tout le monde et rester ce qu'il est. Donc la nation nègre, la nation noire, nous les Africains et les Sénégalais, donc c'est à nous de valoriser ce qu'on a. Si la jeunesse donc ne porte pas Khadim Rassoul, ne l'élève pas à un rang où il est dépassé, surpassé, donc ce joug de confrérie, de chrétiens, christianisme, musulman, de tijanisme et de mouride, si on ne le surpasse pas et qu'on s'inspire de son religion, on ne va jamais en profiter. Voilà un grand homme à qui nous revient, que Dieu nous a donné, donc nous a légué comme un grand cadeau pour l'humanité. Et c'est un grand homme de l'humanité que le monde moderne même a besoin de lui. C'est notre combat. Divinity, me remercier très bien et aussi me réjouir de tout ce que vous faites, de tout le travail que vous faites, parce que moi je suis dans mon coin
Et j'ai fait, depuis 95, aussi, depuis 95, quand j'ai perdu mon chef jusqu'à présent, je m'efforce à rester seul. Donc, je suis là, je m'inspire du Cheikh, je suis là à trouver où se trouvent les clés de son idéologie, comment faire donc pour faire avancer les choses. Et si maintenant, vous portez ma voix au-delà de mes possibilités, là, je vous remercie. Je vous remercie très bien. Je n'ai même pas les mots pour le dire. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites pour votre pays. Et merci aussi pour ce que vous faites pour nous et aussi pour la religion. Merci beaucoup. Merci.